L'Assemblée va entendre une allocution de son Excellence Kairala Sanana Gusmao, Premier ministre de la République démocratique de Timor-Leste. May I request protocol to escort him? Je prie le protocole d'accompagner son Excellence. C'est pour moi un grand plaisir que de souhaiter la bienvenue au Premier ministre de la République démocratique de Timor-Leste, son Excellence Kairala Sanana Gusmao. Je l'invite à prendre la parole. Excellence, Monsieur le Président de l'Assemblée générale des Nations unies, Excellence, Monsieur le Secrétaire général des Nations unies, Excellence, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Mesdames et Messieurs. En septembre 2000, avant de devenir un pays indépendant et alors que nous étions encore sous administration de l'UNTAD, nous sommes venus dans cette grande salle en tant qu'observateurs afin de nous familiariser avec les grands desseins du nouveau siècle, avec la définition des objectifs du millénaire pour le développement. 12 ans après que Timor-Leste ait été admis dans cette organisation prestigieuse, nous sommes ici à nouveau pour participer à un bilan de ce qui a été fait, de ce qui n'a pas été fait, en recherchant les raisons et les effets. Au bout du compte, nous souhaitons revoir le mode de fonctionnement et redéfinir les plans, les stratégies. Cela dit, d'autres discours prononcés ici et au sommet du Conseil de sécurité montrent l'autre visage des problèmes mondiaux, un visage plus inquiétant, à savoir l'instabilité des esprits et la tentation d'utiliser la force pour punir. Je me joins à tous ceux qui ont pris la parole avant moi pour dire ma profonde inquiétude face à la période particulièrement difficile que vit la communauté des nations. Les Nations unies ont été sans nul doute un forum qui a permis d'aborder les problèmes internationaux et continue d'être l'espoir de millions de gens dans le monde. En 2000, les défis étaient liés aux problèmes de pauvreté extrême, de besoins d'éducation, d'énormes pénuries en médecins et en médicaments, de manque de production alimentaire, auxquelles étaient confrontées des populations de nombreux pays sous-développés. 14 années plus tard, on n'a pas beaucoup avancé dans ce domaine avec la communauté des nations. Les pays fragiles ou les pays touchés par les conflits sont ceux qui ont le moins de chances de réaliser les OMD. Puis encore, les défis de l'an 2000 ont pris une autre tournure. Et on a vu s'aggraver les problèmes liés à la montée des tensions et des conflits dans de nombreuses régions du monde. La grandeur d'une organisation, sa capacité de direction mondiale se mesure en des périodes difficiles comme celle-ci, période durant laquelle la recherche de solutions pacifiques à travers un dialogue plus intense pourrait fort bien déterminer l'avenir de l'humanité. Pour relever ces défis, nous avons besoin d'une organisation qui travaille de manière efficace, une organisation plus active, moins stéréotypée, une organisation qui renforce sa coopération avec d'autres organisations, surtout les organisations régionales, et qui agit dans le grand respect de la souveraineté et des particularités de chaque État. Chaque mesure prise jusqu'ici n'a été
que la suite de mesures passées, lesquelles, dans la plupart des cas, n'avaient pas permis d'obtenir des résultats que l'on pourrait appeler positifs. Nous avons vu une perte croissante de confiance, une crise de valeurs, plus important encore que l'identité, la nature des problèmes qui nous obligent à réagir. Il nous faut chercher à comprendre les causes réelles des problèmes. Face à une menace qui ne respecte pas les frontières et qui menace notre attachement à la tolérance et à la paix, il est essentiel que nous comprenions mieux l'interdépendance des problèmes de façon à identifier les fossés de civilisation qui nous empêchent de parler les uns aux autres et de trouver un consensus. Nous avons toujours tenu que l'utilisation de la force militaire n'établit pas les valeurs universelles, ne construisent pas de démocratie, des approches mal avisées qui ne reconnaissent pas les éléments divers des menaces ou qui, puis encore, se fondent sur des contradictions et sur conflits d'armées et des conflits d'intérêts ne font que nourrir le radicalisme et les actions extrémistes. Il nous faut réfléchir, prendre du recul, car au jour d'aujourd'hui, nous ne faisons que retomber dans l'obscurité de la guerre, suivant le principe médiéval, œil pour œil, dent pour dent. C'est pourquoi je redis en cette noble enceinte que notre effort collectif pour la préservation de la paix et de la sécurité mondiale doit rejeter des plans mal conçus qui ne sont que motivés par les intérêts stratégiques de domination exercés par les grandes puissances. Il nous faut plutôt un plan mieux adapté à la réalité de chaque situation, un plan qui répond véritablement aux causes principales de la crise actuelle. Cet ordre du jour commun ne devrait pas chercher à manipuler les faits pour produire des réactions collectives. Il faut plutôt admettre les erreurs du passé dues à l'impulsion, la volonté d'imposer la paix à travers la guerre. Ce n'est qu'en corrigeant notre façon de penser et d'agir que nous donnerons à la paix une véritable chance. Excellences, Mesdames et Messieurs, les réponses aux crises auxquelles l'humanité est confrontée ne peuvent être exacerbées par le désir de faire cesser la guerre en faisant la guerre. Non, elles doivent être fondées sur le désir d'un monde de paix, appuyé par le dialogue et un effort, si difficile qu'il soit, pour répondre aux causes fondamentales des problèmes qui causent au terrorisme, au racisme, à l'extrémisme et à l'intolérance. Lorsque des douzaines de millions d'habitants de la planète souffrent des horreurs des conflits et des infinis abus commis en ce siècle de mondialisation, les actions décidées par la communauté internationale devraient viser en premier lieu l'établissement de meilleurs mécanismes pour résoudre les problèmes d'exclusion, de discrimination et de marginalisation des groupes, des sectes et des ethnies. Il faut également s'assurer dès le début que les sociétés qui sortent des conflits et qui veulent laisser le souvenir du passé derrière elles aient le droit de passer par une période de transition en respectant leur comportement, leur façon de penser et d'agir, leurs propres règles internes et leurs engagements. Sinon, nous ne ferons que semer les graines de nouveaux conflits qui reviendront nous hanter plus tard. La guerre en Irak qui a détruit l'héritage d'une civilisation millénaire, ainsi que les conflits sanglants en Afghanistan, en Libye, en Syrie et en Ukraine, devrait amener la communauté internationale à tirer ses conclusions sur les normes internationales qui ont été appliquées dans ces contextes. L'incertitude
et l'angoisse sanglante qui entoure Israël et la Palestine, avec ces deux peuples qui sont destinés à vivre côte à côte, devrait nous faire comprendre une fois pour toutes que la peur et l'insécurité conduisent à la haine qui est la racine de tous les maux. Excellences, Mesdames et Messieurs, Timor-Leste ne connaît que trop bien les conséquences et les cicatrices de la guerre. Outre les centaines de milliers de Timorais qui ont été tués, nous avons vu aussi notre pays presque détruit. Un État né sans capacité de promouvoir les droits fondamentaux et les libertés de ses citoyens est un État fragile mais qui n'est pas en mesure de remplir sa mission principale. Tout de suite après la guerre, nous avons cherché à réconcilier la société timoraise. Nous voulions parvenir à la paix, puisque sans paix, nous ne pouvions nous sentir libres. Nous nous sommes également tournés vers l'Indonésie pour parvenir à une réconciliation véritable, authentique. Au lieu de nourrir la haine et la vengeance, nous avons nourri la solidarité et la tolérance entre nos communautés. De cette façon, nous avons cultivé une saine relation de coopération entre nos États et nos peuples. Les démocraties occidentales ont tendance à payer très cher les tribunaux internationaux qu'ils chargent de juger des génocides. Elles sont souvent choquées par les violations des droits de l'homme qui se produisent dans les pays en développement. Le problème avec l'Indonésie ne peut être considéré seulement du point de vue des actions des militaires et des généraux. Il doit être considéré dans un contexte plus large, dans lequel les gouvernements de puissance occidentale ont vendu des armes sophistiquées comme les mitraillettes, les navires de guerre, des munitions, des tanks, des canons aux militaires indonésiens, outre la formation qu'ils ont donnée à ces militaires pour décimer les Timorais. C'est pourquoi nous, Timorais et Indonésiens, avons préféré plutôt enregistrer la vérité pour clore ce chapitre douloureux de notre passé et regarder l'avenir qui demandera plus d'efforts pour développer les deux nations et améliorer les conditions de vie des deux peuples. Avec sa société pluraliste, tolérante, l'Indonésie est plus qu'un voisin proche de nous. En fait, c'est une inspiration pour Timor-Leste. Sous la sage direction de son Excellence, le président Susilo Bambang Yudhoyono, nous avons été témoins de l'établissement d'une démocratie moderne qui harmonise le progrès avec la promotion de la paix nationale, régionale et internationale. Nous espérons sincèrement que la transition pacifique vers le président Joko Widodo apportera de plus grands succès encore à cette grande nation. Et je le dis, en cette année où Timor-Leste va célébrer le 12e anniversaire de son indépendance. Nous avons appris de nos faiblesses et aujourd'hui, nous vivons dans un climat de paix sociale et politique. Nous avons conscience des défis qui sont inhérents à l'exercice de développement d'une nation et de consolidation de la paix et de la sécurité. Nous sommes très reconnaissants aux Nations Unies et aux pays bailleurs de fonds qui ont aidé Timor-Leste. Cependant, ces années de partenariat nous ont aussi appris d'importantes leçons que nous avons partagées avec le monde, surtout les États fragiles. Nous les encourageons à prendre en charge leur propre processus et être engagés envers l'avenir de leurs citoyens.
Excellences, Mesdames et Messieurs, nous avons aussi commencé à être plus actifs sur le plan international. Nous avons beaucoup travaillé dans le cadre du G7+, un groupe qui rassemble 20 pays fragiles affligés par des conflits. Nous partageons l'expérience et le savoir. Nous cherchons à faire admettre les besoins de ces pays dans le programme mondial de développement. Nous continuons aussi de répéter, comme de nombreux dirigeants l'ont fait depuis hier, que sans paix, il ne peut y avoir de développement. Et sans développement, il ne peut y avoir d'espace pour la transition démocratique, car la démocratie est un processus dynamique d'assimilation des principes et des valeurs et non un processus qui se mesure à l'aune des élections uniquement. Et ceci m'amène au sujet du débat général pour cette 69e session de l'Assemblée générale des Nations unies. L'ordre du jour du développement pour l'après 2015. L'inégalité s'accroît dangereusement dans le monde, la richesse étant concentrée aux mains de quelques-uns au détriment de nous tous. Le monde a pourtant appris que la cupidité et la corruption de systèmes financiers internationaux a conduit à la crise financière mondiale. Nous voyons maintenant comme la fragile reprise économique ne fait que bénéficier à ceux qui ont été responsables de la catastrophe financière. En dépit des efforts du secrétaire général et son équipe à l'ONU, nous sommes presque en 2015 et nous savons que 2,2 milliards de personnes sont déjà dans la pauvreté extrême ou vont y tomber sans même savoir ce que sont les objectifs du millénaire pour le développement. Je dois attirer l'attention sur cette pratique mal avisée des organisations internationales de considérer chacun des 193 États membres des Nations unies selon la même grille de lecture, qu'elle soit grande ou petite, riche ou pauvre, jeune ou ancienne ou en période de transition, qu'elle soit développée, émergente ou sous-développée. Ces indices de développement créent des échelles de valeurs qui sont à la fois inéquitables et démotivantes pour la majorité des pays les moins avancés. Donc, tous ceux ici présents avons l'occasion historique de partager nos idées sur les énormes défis qui nous attendent, de façon à esquisser un programme véritablement transformateur qui ne laissera derrière lui aucun pays. Cependant, la question qui mérite notre attention collective, qui exige des mesures urgentes, c'est l'atténuation des menaces environnementales qui ne font que s'accroître et qui obèrent les perspectives légitimes des pays émergents et des pays en développement. Heureusement, le sommet d'hier sur le changement climatique a permis d'améliorer les attentes pour ce qui est de plans d'action véritablement appliqués dans certains pays. Ces plans seront étendus l'an prochain à Paris. Certains pays développés se sont engagés à fournir des capitaux pour le fonds d'adaptation qui est très important pour les pays en développement. Madame Emilia Pires, ministre des Finances de Timor-Leste, faisait partie du groupe de haut niveau qui a conseillé le secrétaire général des Nations Unies sur ce programme en 2013. Et jusqu'en août dernier, Timor-Leste a eu l'honneur de présider la 69e session de la Commission économique et sociale de l'Asie et du Pacifique. Ainsi, nous avons eu l'honneur de présider cette session pendant un an, en coopération avec la CESAP et les nations de la région Asie-Pacifique, pour obtenir des progrès et améliorer le développement humain.
Timor-Leste est attaché à ce noble idéal, à cette mission très méritoire qui est de nourrir une culture de paix dans la région à travers la réduction progressive et persistante des inégalités sociales dans chaque pays et entre les pays. Cependant, alors que notre région, y compris dans l'ASEAN, il y a un solide esprit de coopération et un désir de promouvoir la paix, ce qui a permis la montée de la région d'Asie, conduite par la Chine, et permis de sortir des centaines de millions de gens de la pauvreté, nous ne pouvons que nous inquiéter de ce qui se passe dans l'Est et le Sud de la mer de Chine. Ceci m'amène, mesdames et messieurs, à un problème clé, un problème qui est vital pour Timor-Leste. Je parle de la nécessité de fixer les frontières maritimes entre pays de manière claire, sérieuse, conformément au droit international. Lorsqu'en 2002, nous avons commencé à nous acheminer vers la liberté, nous avons vu un monde interconnecté dans lequel l'arrogance des puissants et l'ambition des riches prévalaient et profitaient de l'expérience ou de l'ignorance des pauvres et des faibles pour agir avec malhonnêteté, de mauvaise foi, en violation des valeurs universelles. Je dois affirmer que les grandes multinationales ont toujours joué un rôle inapproprié, déloyal, en agissant avec malhonnêteté et de mauvaise foi lorsqu'elles traitaient avec les pays pauvres. Timor-Leste, un pays jeune, petit et pauvre, a été pris de court par cette culture sophistiquée de manipulation et de tromperie. Mais nous voulons continuer de croire que les mécanismes internationaux, comme la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, contribuera à la justice entre les nations et à l'entente entre les peuples, de manière à défendre les droits souverains et la liberté. Aujourd'hui, ces engagements sont essentiels pour commencer à rétablir la confiance dans le système mondial et éviter la montée des tensions. Le renforcement du dialogue et de la tolérance, la promotion de nouvelles diplomaties doivent se traduire non seulement en un ensemble de bonnes intentions, mais en actes véridiques dans le domaine international. Mais ce qui est difficile à comprendre, c'est qu'aucun pays n'a encore préconisé des enquêtes pour déterminer l'origine des armes utilisées dans le massacre de civils, surtout de femmes et d'enfants, pour identifier ceux qui bénéficient réellement de cette crise mondiale. Qui vend les armes à des bandes hors contrôle dans le monde? Excellences, mesdames et messieurs, avant de conclure, je voudrais vous informer que cette année, Timor-Leste a assumé la présidence tournante de la communauté des pays de langue portugaise. Dans ce contexte, nous voulons utiliser la diplomatie et la coopération pour promouvoir nos potentialités économiques communes en mettant à profit nos liens régionaux. Nous voulons également diffuser un message de paix, de droits de l'homme et de justice sociale dans toutes les instances où nous sommes représentés. La Guinée-Bissau est un membre de cette communauté, un pays avec lequel Timor-Leste a des liens étroits, y compris dans le cadre du G7+, surtout lorsqu'on a compris que Guinée-Bissau avait été laissée à son sort à la merci de sanctions internationales. Après un cycle dévastateur de coups d'État, nous avons estimé que le peuple de la Guinée-Bissau avait besoin de paix et de stabilité. Et nous avons vu comment ces dirigeants s'efforçaient
de parvenir à un engagement collectif qui serait bénéfique pour le peuple et le pays. Timor-Leste a eu l'honneur de donner une aide financière et d'envoyer une équipe technique qui a contribué au processus électoral en Guinée-Bissau. Ce processus, qui s'est marqué par une participation démocratique massive, a été un succès et a permis de rétablir l'ordre constitutionnel dans le pays. Cependant, comme nous savons tous, les élections ne sont qu'un point de départ. Un État qui n'a pas les moyens de pourvoir aux besoins les plus élémentaires de sa population est confronté à de trop nombreux défis qui risquent de menacer la promesse de paix et de cohésion sociale. Conformément aux thèmes retenus pour le débat de cette Assemblée générale, je dirais qu'il est urgent de créer les conditions qui permettent à la Guinée-Bissau de passer de la fragilité à la résilience en aidant les organismes étatiques. La Guinée-Bissau a besoin de remettre en place son administration publique et ses agences publiques, réformer son secteur de la défense et de la sécurité en modernisant ses forces. La Guinée-Bissau a besoin d'une impulsion financière pour relancer son économie. Dans le cadre de cette communauté, nous voulons coopérer activement avec les autorités de la Guinée-Bissau et les partenaires internationaux, à savoir la CEDEAO, pour organiser une conférence internationale sur l'aide à la Guinée-Bissau dès que possible. Cette conférence devrait commencer par se concentrer sur les questions urgentes comme les salaires, la sécurité alimentaire, les carburants, les combustibles et la santé. Timor-Leste a déjà contribué 6 millions de dollars, ce qui correspond à un mois de traitement du secteur public. J'exhorte tous les pays ici présents à se joindre à Timor-Leste et aux pays de la CPLP, de la communauté lusophone, conformément aux valeurs de la solidarité internationale, pour consolider les acquis obtenus par la Guinée-Bissau. C'est ainsi une façon de transmettre une promesse de paix au continent africain tout entier. Je ne peux pas parler d'Afrique, continent déjà blessé par la pauvreté et la faim, sans mentionner le fléau du virus Ebola, qui met à l'épreuve le système de santé international lui-même. Cette épidémie sans précédent exige un engagement vital, immédiat de la communauté internationale. Ce matin, lors de la campagne contre l'Ebola, j'ai annoncé que Timor-Leste fournira 1 million de dollars immédiatement, suivant le principe de solidarité qui guide le G7+, qui inclut la Sierra Leone, le Libéria et la Guinée. L'an prochain, nous allons allouer une somme comparable à la lutte contre cette épidémie. Excellence, Monsieur le Président de l'Assemblée générale, Excellence, Monsieur le Secrétaire général, Excellence, Mesdames et Messieurs, le grand défi du monde aujourd'hui, c'est la libération de la peur. Je parle de la peur des différences, de la peur de l'insécurité, de la peur de la faim, de la pauvreté, de la maladie. La peur de perdre le pouvoir ou la peur de devenir un esclave du pouvoir. Dans le monde aujourd'hui, déséquilibré, inégal, nous devons avoir le courage de parler un langage de confiance et de tranquillité. Il nous faut apaiser les esprits, encourager le dialogue, libérer les êtres humains du doute et du sentiment d'injustice, pour qu'ils deviennent plus tolérants et plus respectueux des différences et de la diversité. Il nous faut libérer les êtres humains du joug de la pauvreté et des conditions déplorables dans lesquelles ils doivent vivre afin d'assurer leur droit au développement. Nous avons encore le temps d'écrire une histoire différente, plus humaine, pour les générations présentes et futures. Timor-Leste veut
activement contribuer à un monde meilleur, un monde dans lequel chaque pays vivra dans la tolérance, l'harmonie et la sérénité, dans un climat d'amitié et de solidarité favorable à la paix. Cette paix doit commencer dans les esprits, dans les comportements des peuples à tous les niveaux de la société, afin d'avoir une influence positive sur les politiques des centres mondiaux de prise de décision. C'est la seule façon pour nous de croire que le bébé des îles Marshall qui nous a émus tous il y a 2 jours pour être sûr que son avenir est garanti et qu'elle pourra vivre dans ces petites îles qui sont son pays. Je vous remercie. Au nom de l'Assemblée générale, je voudrais remercier le Premier ministre de la République démocratique de Timor-Leste de la déclaration qu'il vient de prononcer et je demande au protocole de bien vouloir escorter son Excellence.